Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui, j'ai la fièvre, des symptômes de gastro-entérite et en même temps, c'est le seul jour où je peux enregistrer, monter et programmer ce podcast. Donc, on y va. Je te demande pardon si j'utilise à un moment donné un mot pour un autre. Normalement, les grands temps de blanc ou les moments où je bug seront coupés au montage, donc ça devrait pas trop t'importuner. Et pardon si j'ai un peu moins d'enthousiasme dans la voix que d'habitude. Le cœur y est, mais je fais avec les moyens du bord. Et en même temps, être dans le mal pour faire un épisode qui t'explique pourquoi tu peux être mal à l'aise dans des conversations, je trouvais que, ironiquement, c'était je sais pas, ça avait presque un peu de sens. Bon, c'est quoi le programme du jour ? C'est d'expliquer les raisons insoupçonnées pour lesquelles on a du mal à s'insérer dans des conversations, que ce soit des conversations à deux ou des conversations de groupe, que ce soit des conversations dans le cadre d'une conversation à distance, comme par exemple sur l'application HelloTalk, ou, et on va s'intéresser encore plus précisément au sujet, des conversations dans la vie réelle, en physique, quoi. Et les astuces que je peux te transmettre pour changer la donne, parce que je suis passée de j'écoute, j'ai hyper envie de parler, puis j'ose pas m'insérer dans la conversation, à je suis bien, je suis tranquille, j'arrive à m'insérer dans la conversation. Alors évidemment, pas toujours, parce que une conversation, c'est entre toi et une ou plusieurs personnes. Donc il n'y a pas que toi qui décide de l'atmosphère de cette conversation. Parfois il y a des groupes ou des personnes ou des situations qui feront que tu seras encore mal à l'aise et c'est normal, ce ne sera pas de ta faute. On a une marge de manœuvre restreinte parce que on n'est pas, on n'a pas la main à 100% sur une conversation. On a la main à 50% sur une conversation. Donc cet épisode, il va te dire comment tu peux jouer sur ces 50%-là qui, te reviennent à toi. Et en même temps, c'est déjà énorme en fait. Alors, le fait qu'on se sente bien ou pas dans une conversation en langue étrangère, ça va évidemment dépendre de nos compétences. Alors, tu vas évidemment te douter que je vais parler de compréhension orale et d'expression orale, ou de compréhension écrite et d'expression écrite dans le cadre de conversation écrite. Mais j'aimerais commencer par d'autres compétences ou d'autres éléments insoupçonnés d'abord. On va y revenir, je vais les détailler, la compréhension orale, la compréhension écrite, etc., etc. Mais un truc que j'aimerais raconter, qui est sans doute la chose qui m'a le plus servi dans mes premières conversations, c'est que, tu le sais peut-être, les mots qu'on choisit, même déjà dans notre langue maternelle, représentent une fraction congrue de la conversation. Elles représentent une toute petite partie. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans ta conversation. Ça va être le ton de ta voix qui va jouer, ça va être les expressions faciales, ça va être la proxémie, c'est-à-dire la distance à laquelle tu te tiens de la personne à laquelle tu t'adresses. Ça va être tout un tas d'éléments. Tu vas être jugé si cette conversation, c'est par exemple dans le cadre d'un jury d'examen. Il y a des gens qui vont te juger malgré eux, sans que ce soit conscient sur la tenue que tu auras ou le niveau de langage, parce qu'ils vont favoriser des personnes qui ressemblent à leur milieu social. Il y a tout un tas d'éléments énormes qui jouent en plus de ce que tu dis. Et nous, souvent, en langue étrangère, on se focalise sur mince, je me suis trompée dans l'utilisation ou j'ai fait une syntaxe un peu aléatoire, etc. Sauf que ta relation avec la personne, et là je me focalise vraiment plus sur les conversations présentielles, elle s'est déjà jouée à plein d'autres niveaux. À la distance à laquelle tu parles, à ton volume sonore, parce que tu peux dire la même phrase, exactement la même phrase à quelqu'un. Et si tu parles avec un niveau sonore supérieur à ce qui est socialement admis pour cette personne, et déjà il y a un sentiment de rejet qui va arriver dans le cœur de cette personne. Moi j'ai eu à gérer parfois des groupes d'Espagnols en Sicile. Pour certains Siciliens, le groupe d'Espagnols parlait à un niveau sonore trop élevé. Bon, c'était des ados, ils étaient trop contents de se retrouver. Donc quand ils allaient demander des renseignements aux voisins, ils avaient beau utiliser des bonnes phrases, le fait qu'ils parlent trop fort pour la personne faisait que la personne était énervée.
Donc ça, tu t'en rends pas compte, mais ça joue dans tes conversations. Il y a plein de choses qui jouent dans tes conversations. Alors comment est-ce que tu peux jouer là-dessus? Je te demande pas de surintellectualiser, parce que déjà on a beaucoup de choses auxquelles on doit penser quand on a une conversation en langue étrangère. C'est quoi le mot, c'est quoi le vocabulaire, qu'est-ce que j'essaie de dire, etc. Ça va paraître hyper cheesy, ça va paraître sans doute une niaiserie phénoménale, mais c'est l'ouverture de cœur et la capacité à repérer quand c'est pas la peine d'insister avec un interlocuteur que tu abordes dans la rue, qui va tout changer. Si tu arrives vers quelqu'un que tu connais pas bien la langue, mais que par la manière dont tu te présentes à cette personne, il peut sentir que tu viens avec une sorte de bonté, même si tu dis des phrases hyper compliquées, cette personne aura envie de faire l'effort de comprendre. Donc j'ai envie de te dire, la première chose à faire dans les conversations, c'est d'y aller avec une sorte de cœur ouvert. On peut être dans une phase de la vie où on n'a pas le cœur ouvert, mais enfin, d'essayer de remarquer un petit peu son état émotionnel. Parce que si on y va très stressé, si on y va avec de la colère, si on y va avec de l'agacement, peut-être pas de l'agacement envers la personne à qui on va parler, mais peut-être de l'agacement parce que on est énervé de ne pas savoir prononcer cette phrase, ça va se transmettre. Et la personne en face se dira, mais quel est cet énergumène énervé qui vient me voir? Et je pense que ça a été un de mes points forts de mes premières conversations de groupe. Ensuite, faire un tout petit peu attention autour de soi, surtout quand on est à l'étranger. Regardez un petit peu les tenues vestimentaires, je ne demande pas de te déguiser, mais si tu entres dans un lieu où tout le monde est chaussé en chaussures de cuir et que tu arrives en tongs, par exemple, tu as le droit d'assumer tes tongs, mais sache que ce sera jugé, ce sera pris en compte. Donc je suis pas du tout dans le conformisme absolu, et puis même j'ai déjà vu des étrangers entrer dans des grands hôtels de luxe parisiens avec des tongs et y aller avec tellement de confiance et de bonhomie et de sympathie que, outre le personnel qui se doit d'être toujours aimable, les autres personnes de l'hôtel être très aimables avec la personne de par l'émotionnel positif qu'elle dégageait. Donc voilà, quand même faire attention quand tu es dans un pays pour te dire qu'il se joue dans la conversation aussi de la tenue, tu vois, des pays où les femmes doivent être un petit peu plus couvertes. Faire attention à ces petits détails parce qu'ils ont une grande importance. Je te dis, les mots finalement que tu vas choisir ne sont pas primordiaux dans la conversation. Et ça va peut-être te paraître un peu flou de te dire il faut y aller avec une ouverture de cœur, mais c'est-à-dire que quand tu t'adresses à la personne, au lieu de te focaliser sur ta peur, parce qu'elle est là, elle est légitime, on est vulnérable quand on se met dans une situation où on parle une langue étrangère, surtout parfois à l'étranger, où on sait qu'on ne maîtrise pas exactement tout ce qui se passe dans l'interaction. Mais si tu te concentres sur la personne, sur qu'il y a un décentrement, je suis plus en train de regarder mon cœur qui bat, etc., mais je me concentre sur la personne et sur l'intérêt que je lui porte. Et d'avoir un regard comme ça curieux, intéressé, c'est comme une formule magique qui déjà met un contexte positif à la relation. Et évidemment, en face, tu peux avoir aussi quelqu'un qui a une mauvaise journée, qui va te rentrer dedans. Voilà, en face, tu maîtrises pas la réaction de la personne. Mais de mon expérience, ça change beaucoup de choses, vraiment. Donc ça, c'est tout ce qui est, je sais pas, métalangage, paralangage, j'en sais rien. Faire attention à la distance entre les gens. Si toi, tu as tendance à être un peu tactile, un peu latin, et que tu es en face de personnes qui mettent de la distance, hop, tu regardes, tu t'ajustes. Si tu as tendance à regarder droit dans les yeux et que tu es avec une culture où on ne regarde pas dans les yeux parce que c'est mal perçu et c'est perçu comme un affront, tu t'ajustes. Et en général, quand on a son intention de tourner vers l'autre, c'est automatique, presque automatique. Il y a quelque chose qui s'adapte. Ensuite, c'est même carrément des techniques commerciales que je vais te donner. Adapte-toi au rythme et au niveau sonore de la personne. Tu vois, dans mon expérience en Sicile, qui a duré un peu plus d'1 an, il y a une seule fois où j'ai été socialement reprise. Il y a une seule fois où on m'a dit la Coralie, t'es beaucoup trop familière. Parce que je m'étais adressée à des personnes de Milan avec un niveau de familiarité et puis un gros mot sicilien à l'intérieur qui était... Bref. Donc, une seule fois, j'ai été inadéquate. Parce que, après, tu me diras, il y a peut-être moins de différence entre la culture française et italienne. Mais le reste du temps, je me suis fondue comme un poisson dans l'eau dans les groupes dans lesquels j'ai été. Ce qui veut dire que entre deux personnes qui vont commencer une conversation, celle qui a un niveau A2, comme j'avais une élève de turc qui avait un niveau A2 avec qui on a des conversations incroyables et qui est hyper intéressée, authentiquement intéressée par toi, par l'autre, je sais plus quel sujet, mais voilà, une personne qui a un niveau A2 authentiquement intéressée va avoir de beaucoup plus belles conversations qu'une personne qui a un niveau C1 et qui fait pas attention, qui est centrée essentiellement sur soi. Juste ce simple déplacement de focus, de concentration, ça va au-delà même des compétences. Maintenant, les compétences, elles sont très importantes. Si tu prépares une conversation, et là je vais rester toujours dans le cadre des conversations en présentiel, c'est hyper important que
tu sois le moins possible pris au dépourvu. Donc, que tu prépares quand même certaines phrases clés comme excusez-moi, je suis navrée, j'ai pas compris, ou des phrases comme bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Enfin, des tas de petites phrases clés, t'es pas obligé d'en avoir des milliards. En fonction de la situation dans laquelle tu vas être, tu vas en avoir une petite dizaine de phrases faciles à retenir. Si tu as des doutes, si elles sont hyper adaptées à la personne que tu vas rencontrer, ben écoute, tu peux aller sur HelloTalk pour parler à des personnes. J'ai aucun partenariat avec HelloTalk, hein. Tu peux aller sur des Discord où il y a des groupes pour trouver des natifs pour vérifier que ta phrase elle est bien adaptée à ton futur interlocuteur, mais en tout cas être préparé. Et puis de toute façon, il y a des phrases génériques qui t'aideront dans tous les cas, que tu sois dans un cadre professionnel ou que tu sois en train d'acheter des fruits et légumes. Et aussi, vérifier que tu aies le vocabulaire. Donc au-delà de ces phrases secours, il y a la notion de vocabulaire. Si je vais acheter des fruits et légumes, et c'est ma propre expérience en fait. Quand je suis arrivée en Italie, je parlais pas un mot d'italien, donc quand j'étais au magasin, même au magasin, c'était pas qu'au mercatino, au marché, je devais demander à la personne. Au départ, je lui montrais, je lui disais questo, quattro, dire de ça, 4. Ah, zucchine. Et donc je répétais zucchine. Et en fait, ce monsieur prenait le temps de m'apprendre tous les fruits et légumes parce qu'il sentait que j'étais intéressée et qu'il voyait mes progrès de... je faisais mes courses 2 fois par semaine, 2 fois en fois, quoi. Là, cette personne m'a appris parce que j'avais le temps, mais des fois, t'es dans des situations où t'as pas le temps de te faire enseigner les mots de vocabulaire, donc tu dois les préparer. Voilà, t'as une réunion professionnelle sur une thématique précise. C'est évident que tu te sens mal à l'aise si tu y vas en n'ayant pas ce minimum de vocabulaire. C'est juste faire un check-up. Ensuite, si tu es frileux pour des conversations, ce que j'ai fait et ce que je te conseille, c'est de commencer par des conversations qui n'ont pas d'enjeu et d'augmenter d'enjeu en fait. Et toujours, mais ça c'est mon caractère propre, je ne sais pas si tout le monde l'a, toujours aller de défi en défi. Par exemple, quand je suis partie, je crois qu'il y avait les élections présidentielles en France. Si je dis pas de bêtises, parce que là j'ai le cerveau un peu en ramasse, mais du coup je devais pour des questions de vote à distance, enfin de procuration, je devais appeler, alors que je venais à peine d'arriver, l'ambassade ou je sais plus quelle institution. Et donc j'ai préparé mes phrases. De toute façon, j'aurais pu trouver quelqu'un qui parle français, hein. Mais j'ai eu envie d'avoir cette conversation en italien. L'enjeu était pas énorme parce que c'est quelqu'un au téléphone, au pire je raccroche si je panique vraiment. Ensuite, je peux toujours dire, est-ce qu'il y a un français où il y a un francophone et on m'aurait passé un francophone et genre elle l'aurait trouvé facilement. Et j'ai eu donc ma première semaine après mon arrivée, ou dans mes premiers jours en étant arrivée, une première conversation téléphonique. Et petit à petit, tu augmentes d'enjeu en enjeu, sachant qu'en général, la vie te présente des enjeux d'elle-même. Une personne qui va te parler à toi dans la rue, il va falloir que tu répondes. Bien sûr, les conversations, elles peuvent être préparées en amont dans un safe space si vraiment tu te sens pas à l'aise de te lancer dans la rue ou, ou avec ton téléphone. Tu peux évidemment prendre des cours privés. Et ces conversations, je sais que ça fait un stress d'être avec un professeur, mais normalement, il est censé te mettre la meilleure ambiance. Et si le prof réussit pas ça, parce que, je sais pas, tu es pas son élève type, bah change de prof. Mais c'est pas des conversations à enjeu. Personne va mourir, tu vas pas perdre un contrat de travail. Moi, ce que j'ai fait avant même de réussir des conversations où c'est je parle, la personne me répond, j'analyse sa réponse, je relance la conversation, la personne me répond, enfin, c'est toute une mécanique de conversation. Je faisais des conversations asynchrones parce que c'est beaucoup plus facile. Tu as le temps d'absorber la réponse de la personne. Et pour garder une trace de ma prononciation, j'envoyais des vocaux à une amie italienne. Un ami, une amie, c'est une personne qui t'aime. Donc qui va pas te dire tu prononces tellement mal, ouais, Enfin voilà, c'est pas une personne qui va faire ça. Donc mes premières tentatives de conversation, c'était d'envoyer des vocaux à des amis. Et même, je crois que je m'étais mis comme objectif d'envoyer des vocaux tous les jours. Au moment où j'apprenais l'italien, par exemple, j'avais beaucoup de temps et d'énergie à lui accorder. Bref, on n'est pas tous là-dedans. Mais si je résume ce passage un petit peu plus flou que le reste, c'est de te dire, vas-y progressivement dans tes conversations. Ça peut être de la conversation asynchrone, c'est là que des applis de tandem linguistique peuvent être très chouettes. Mais la conversation asynchrone, elle est très facile à gérer. C'est la conversation présentielle qui est plus compliquée. Ensuite, la conversation, c'est aussi de l'écoute. Donc au-delà d'avoir un intérêt pour la personne, il faut avoir développé sa compréhension orale. Moi, j'aime beaucoup travailler ma compréhension orale avec un niveau bas, avec des vidéos sur YouTube, parce que même si on a tendance à parler de manière caricaturale sur YouTube, quand même, ça ressemble plus à la vie réelle que les films. Et ensuite parce que le face-à-face avec une personne qui a des mouvements de bouche permet de repérer facilement la prononciation et de mieux comprendre. Ensuite, j'écoute des podcasts. La compréhension orale, j'estime que de manière non intensive, 15 minutes d'écoute attentive par jour, c'est un minimum. Quand on est dans une dynamique beaucoup plus intensive, il faut y aller jusqu'à ce que ton cerveau fatigue et pas au-delà. Donc je dirais découper des sessions courtes dans la journée jusqu'à ce que ça fasse à la limite 2 heures par jour.
Et c'est pour d'ailleurs envisager le temps de travail que j'avais inséré la calculette du Polyglot Booster, qui est notre kit pour apprendre une langue depuis le confort de chez soi, de manière autodidacte, enfin quasi, parce que je ne rejette pas ni les professeurs, ni les cours, etc. Mais en tout cas en te permettant d'avoir la main mise sur ton apprentissage. Donc, si je résume jusque-là, quand tu as des conversations, c'est hyper important de prendre en compte que ce que tu vas dire, c'est une petite partie de ce qui se joue dans la conversation. Et le reste, ça va être ton état émotionnel, l'intérêt que tu portes à la personne, la manière dont tu seras habillé. Je suis désolée, ça joue. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et la manière dont tu vas parler, c'est-à-dire le niveau sonore, la rapidité, tes expressions faciales. Donc, essayer de t'adapter un petit peu. Ensuite, avoir toujours dans ta poche des phrases de secours et les mots de vocabulaire clés que tu te repasses en tête avant ces conversations. Ensuite, par rapport aux conversations, c'est tenir compte de tes compétences de compréhension orale, et surtout y aller petit à petit, de manière graduelle, en commençant par des conversations à peu d'enjeux, jusqu'à augmenter vers des conversations à enjeux. Maintenant, je vais aborder le cas de la conversation en groupe. Le surlendemain de mon arrivée en Italie, je me suis retrouvée au restaurant avec 3 Italiennes. À ce moment-là, je n'étais pas trop capable de parler. Ce qui m'a sauvée d'abord, c'est que, avec la manière dont je m'étais vêtue, j'ai vu de suite que j'avais été adoptée. La manière dont je m'étais tenue, c'était des personnes sensibles à la France. Il y avait un sentiment positif à mon égard, donc je partais sur de très bonnes bases. C'est-à-dire, oh, elle est française, dis-nous 2-3 mots français, oh, c'est beau, la 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 la. Donc je partais quand même sur de bonnes bases de personnes qui m'avaient adoptée, avaient des préjugés positifs à mon égard du fait que je sois française et que je prononce des mots à la française d'une manière qui leur plaise, et ensuite qui étaient capables de ralentir un petit peu le rythme pour m'insérer dans la conversation. C'était pas une conversation de travail, j'ai eu après des déjeuners de professionnels. Là, c'était 3 Italiennes qui déblatéraient sur la jante masculine. Donc des conversations que j'ai déjà entendues en français. Donc c'était assez facile de m'insérer, de savoir quoi dire, et je le faisais. Dans le lot, il n'y en avait qu'une seule qui était capable de comprendre l'anglais. Donc à ce moment-là, je ne parle pas italien. J'ai juste des petits mots comme certo, davvero, et qui me permettent d'introduire que je veux parler. Donc au moment où j'avais envie d'intervenir parce que je trouvais ça drôle, déjà j'ai commencé par intervenir par des rires, par des oh, tu vois, par des petites onomatopées pour montrer que je comprends, pour montrer que je suis, pour montrer que le sujet me plaît. Et ensuite, un petit mot comme certo. Ah, tu vois, mais bien sûr. Et après, je regardais la seule personne qui pouvait me comprendre en anglais. Je faisais une phrase courte en disant tell them, blablabla, dis-leur que, etc., etc. D'avoir cette conversation d'abord sur un sujet léger, quand après on a eu des conversations plus professionnelles, ça m'a permis de m'intégrer très très facilement parce que c'est comme entrer dans une piscine, tu mets le petit orteil, etc. Une conversation, tu rentres tout doucement en fait. Tu rentres par ton regard, même si c'est une conversation de groupe. C'est bien d'avoir un allié ou une alliée ou de se faire une alliée au départ, de faire en sorte que ce soit confortable pour les autres, de montrer que tu as envie de communiquer. Tout ça, c'est des petites choses qui m'ont beaucoup servi. Et j'ai revérifié avec toutes les photos. Vraiment, j'ai passé mon temps à revérifier. Je suis arrivée le 25 mars. Et le 27 mai, j'avais été capable déjà d'écrire des dialogues politiques. Donc je les avais écrits en français, je les avais traduits en italien et on les avait retravaillés avec une italienne du parti politique. C'était pour une mairie, hein, c'était des enjeux communaux. Et avant ça, avant qu'on me donne l'accès au fait d'écrire des dialogues, enfin d'écrire des... J'ai dit dialogue, d'écrire des discours, pardon, je sais pas si j'ai dit discours avant. Eh ben, j'avais dû entrer dans la salle du parti, je sais pas comment on appelle ça, le QG, quoi. Et je m'étais retrouvée au milieu de personnes éduquées, et 2 mois après, et j'avais été capable de mener une conversation avec, je sais pas, on était une trentaine de personnes dans la salle. Non, peut-être dans la petite salle, au moment où j'ai fait la première présentation, on était peut-être moins. Peut-être une quinzaine à ce moment-là. Et comme je m'étais déjà depuis longtemps insérée dans plein de petites conversations, je savais distribuer la parole avec le regard, j'étais capable de mener des conversations, et pour le coup totalement en italien, avec un italien il est pas majestueux en italien, il est pas incroyable, je fais des fautes de grammaire, je fais des fautes d'accords, Mais quand tu y arrives avec émotionnellement de l'assurance, quand tu crois en ta capacité à écrire ce discours, quand tu es même heureux de le faire, quand tu es intéressé par les gens, quand tu as appris dans des conversations beaucoup plus légères, beaucoup plus simples, à t'insérer tout doucement dans des conversations, à trouver un allié toujours qui peut t'aider. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui vont te permettre de réaliser des choses peut-être que tu n'imagines pas. Alors, comment j'ai réussi à avoir le déclic ? Comment j'ai réussi à avoir le déclic entre j'assiste à des conversations en anglais que mon frère a avec des partenaires professionnels ou des amis anglophones. Je suis là, j'ai envie de participer, mais j'y arrive pas. Finalement, je me lance.
finalement, j'y vais. Mon premier moteur, ça a été la frustration. Tu sais, il y a des fois, c'est pas nos grands projets ambitieux qui vont nous driver, qui vont nous guider. C'est quand on en a ras-le-bol de la situation dans laquelle on est. Tu sais, comme quand tu rentres chez toi, tu découvres que ton appartement, il est trop sale par rapport à tes standards et tu décides de faire le ménage. Tu réfléchis même plus à ton emploi du temps. Tout est nettoyé, briqué, lavé. Et c'est pas la motivation qui t'a poussé à faire ça, c'est le ras-le-bol parce que tu as atteint un niveau trop bas. Moi, c'est ça. C'est j'avais assisté à tellement de conversations en langue étrangère en me disant mais j'ai pas pu rentrer que quand j'étais partie en Italie, je m'étais dit je ne rentre pas sans l'italien. Il se passera le temps qu'il faut, mais je ne rentre pas sans l'italien. Bon, c'était pas mes premières conversations en langue étrangère. Mes premières conversations en langue étrangère, c'était en anglais. Pareil, j'ai eu des conversations à faible enjeu. Et surtout, c'est quand la raison de ta conversation est plus important que la peur du rejet. Par exemple, quand je croisais mon frère qui avait des clients anglophones, bon, j'avais bien envie de participer à la conversation, mais pour moi, ça représentait pas un enjeu. C'était pas un potentiel employeur, c'était pas un potentiel, je sais pas moi, amoureux. Il n'y avait pas de raison suffisamment importante pour me pousser à me dépasser. En revanche, mes premières conversations en anglais, il y avait un enjeu professionnel. Et du coup, ma motivation professionnelle, là, je suis en train de me contredire. Parce que je dis que c'est ma motivation qui m'a poussée aussi. Ouais, c'est un mélange des deux. C'est la frustration de ne pas avoir pu parler pendant des années, mixée à une motivation plus importante que l'enjeu de la conversation elle-même. Écoute, je vais te laisser avec mes paradoxes et tu prendras dans tout ce qu'il y a, ce qui peut te servir. Mais prends-le en compte parce que parfois tu t'en veux de ne pas avoir participé à une conversation, mais finalement elle te motivait pas tant que ça. Et le fait de ne pas y participer ne représentait pas pour toi le minimum requis, c'est-à-dire ton standard de base, le rock bottom, le fond du seau où tu dis non là, faut que je me bouge les fesses. T'étais ni trop en bas, ni tiré par une motivation incroyable. Souvent c'est ça qui fait qu'on ne va pas se jeter à l'eau. Finalement, ce qui nous rend un peu médiocre, pardon d'utiliser ce mot s'il est un peu trop fort à tes oreilles, mais ce qui nous rend un peu moyen, c'est que on est un peu confortable. On n'a pas assez envie d'obtenir cette capacité dans cette conversation, où on n'a pas atteint ce fond du gouffre, qui est en général cette situation où on peut jeter nos pieds au sol pour rebondir et s'élever vers nos objectifs, parce que à la fin, moi j'ai envie de te le dire, toutes les conversations auxquelles tu participeras en valent la peine parce qu'elles t'amènent à développer cette compétence sociale qui est d'intégrer une conversation. Et il y a aussi une compétence à développer, et celle-là elle est très difficile, c'est de se dire si on me rejette de la conversation, si on m'exclut, si la personne elle me dit est-ce qu'on peut pas passer en anglais, ou est-ce que si elle te change de langue, si elle te prête pas d'intérêt, se détacher de ça et se dire c'est pas moi qu'elle rejette. Ne pas le prendre personnellement, c'est quelque chose de difficile mais qui va beaucoup te servir parce que c'est des mois de perdu sinon. Moi, je sais que dans les premiers groupes en espagnol avec lesquels j'ai parlé, on s'était vraiment foutu de ma poire parce que j'avais une rota grossière, en fait. Comme quand tu commences à parler, tu parles de manière grossière. Et on s'était bien foutu de moi. Et comment on change ça? Comment on change sa capacité à être à l'aise? Déjà, en ne le faisant pas aux autres. Et tu vas me dire, bah non, encore une fois, Coralie, c'est cheesy, c'est un peu niaiseux ce que tu racontes. Bah, je l'ai expérimenté. Quand j'étais avec ce groupe, je leur ai dit, eh ben vas-y, dis serrurerie, 10, et je lui ai sorti tous les mots de français qui étaient difficiles à dire, et je m'étais moquée aussi de leur R français. C'est une sorte de petite vengeance de hey, tu me critiques, je te critique 2 fois plus. Voilà une mentalité comme ça, un petit peu con que tu peux avoir, enfin que j'ai pu avoir. Le tu, c'est là, c'est moi. Et le jour où j'ai eu d'autres interlocuteurs et où ils prononçaient bizarrement ou mal, où ils se donnaient un genre et tout ça, c'était de l'accueillir en me disant ok, c'est bien, cette personne fait un effort, elle est à un stade d'apprentissage, c'est normal, comme un enfant qui zozote parfois à la maternelle et puis qui après obtient une diction merveilleuse. Et le jour où tu le permets aux autres, tu le permets à une partie de toi, souvent. Donc maintenant, je sais que mon accent parfois, j'aime beaucoup la theta parce que je trouve ça rigolo de mettre la langue entre les dents. Je l'utilise à tort et à travers et n'importe comment. Et c'est vrai que maintenant, je me fiche de si quelqu'un me dit mais tu zozotes, tu fais n'importe quoi. Parce que d'abord je m'amuse, je trouve la prononciation espagnole très ludique et très agréable et assez fun. Et ensuite, et après avoir développé une plus grande tolérance, le fait de laisser toutes les personnes qui s'adressent à moi avec leur accent sans avoir plus une once de ah mais c'est pas très ceci, c'est pas cela, ça a débloqué même envers moi une plus grande tolérance personnelle. Et souvent on fait l'inverse. Souvent, on a l'impression que c'est les choses qu'on s'accorde à soi, qu'on accorde aux autres, où on a tendance à trop se tourner vers soi ou trop vivre toutes les choses vers soi,
comme un adolescent par exemple qui est on a un petit peu une paranoïaque, on est adolescent, on pense que tout est pour nous. Et en fait, ça, on s'en détache en regardant les autres. Comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils ont envie de me dire, qu'est-ce que j'ai vécu avec eux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre, qu'est-ce que je peux leur apprendre. Et de se dire à la fin de la conversation, avec toutes les fautes de grammaire qu'il y aura eu, toutes les fautes de prononciation, on aura parlé de ci, on aura parlé de ça, ils m'auront fait découvrir des choses. Et ça c'est merveilleux, c'est plus important que « ah mince, j'ai pas été parfait ». Et on n'est absolument pas tous égaux là-dedans. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus strictes que d'autres. J'avais une charmante élève coréenne qui n'arrivait pas à sortir une phrase si elle n'était pas parfaite. Donc je sais que cette jeune femme avait beaucoup plus de mal à apprendre vite qu'un de mes élèves italiens qui avait appris en Suisse avec ses colocs en n'ayant jamais d'intention d'être parfait, en ayant une plus grande spontanéité. Donc on n'est pas tous égaux dans notre capacité à rejoindre des conversations et être à l'aise avec elles. Mais se dire j'accepte les erreurs de l'autre nous aide à être un peu moins perfectionniste parce que le perfectionnisme fait aussi partie de ce qui nous freine souvent. Et puis, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai rappelé dans mon premier résumé, le fait d'être assez compétitif, je ne sais pas si c'est compétitif, mais moi j'aime bien me dépasser, j'aime pas me dire ça fait tant de temps que je fais ce truc-là, j'en suis que là. Alors, il y a des domaines de ma vie pour lesquels j'ai pas progressé. Je n'ai fait aucun progrès en cuisine, même si c'est un vœu pieux que j'ai depuis plusieurs années de m'améliorer en cuisine, parce que on a une dose d'énergie plus ou moins grande. Et on peut pas non plus courir 1000 lièvres à la fois, donc tu peux pas t'améliorer en anglais, en espagnol, en tout ce que tu veux au niveau des langues, plus devenir de plus en plus fort à la salle de musculation, plus obtenir une promotion par an à ton boulot, plus être un parent meilleur avec ton enfant jour après jour, plus, je sais pas moi, construire ta maison le week-end parce que vous venez d'acheter une maison en campagne à retaper. Voilà, restons humains, restons avec des objectifs réalistes. Mais si tu as de l'énergie, garde cette idée qu'il faut croître et que tu peux aller toujours chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Il y a 1001 façons d'apprendre une langue, donc pratique dans un contexte qui te fasse rire et que tu trouves sympathique. Et c'est aussi pour te développer et t'aider à avoir des activités fun que on a mis dans le Polyglot Booster 100 activités créatives à faire pour progresser en langue, qui est un tableau hyper complet qui t'oriente vers des activités toujours plus ludiques pour avancer là-dedans. Voilà, j'espère que cet épisode a été suffisamment construit. Et si j'ai affronté la fièvre pour te le donner, c'est que j'ai vraiment envie que tu continues à progresser dans ton rapport aux langues. Donc, pour au moins honorer cette fièvre combattue, je t'en prie, fais un truc fun et nouveau cette semaine pour améliorer tes conversations. Allez, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.